Certains hommes sont humiliés en privé, une dispute silencieuse derrière des portes closes, une indifférence glaciale à table, le genre de douleur qui meurt, voyez-vous. Moi, Paul de Beaumont m'a tendu un billet de 5 € devant 47 personnes en me disant qu'il s'occuperait bien de ma femme ce soir. J'en ai compté 47. Je me souviendrai de chaque visage. Bienvenue sur la chaîne. Prenez de quoi grignoter, installez-vous confortablement et n'oubliez pas, les gens dans ces histoires ont eu toutes les chances de bien se conduire. Ils ont juste fait le mauvais choix. N'oubliez pas de laisser un commentaire et de vous abonner, vous allez adorer ce qui va suivre. Tout a commencé, comme la plupart des catastrophes, avec de bonnes intentions et une chemise bien repassée. Béatrice insistait pour que nous sortions depuis des mois. « Nicolas, on ne sort plus jamais. Nicolas, tu travailles trop. Nicolas, Jean-Pierre et Sophie nous ont invités, ce serait impoli de ne pas y aller. » Alors, par une douce soirée d'octobre, j'ai enfilé mon blazer bleu marine, j'ai conduit 40 minutes depuis notre maison de Saint-Cloud jusqu'au domaine des Laurents à Versailles. Et je suis entré chez Jean-Pierre avec ma femme à mon bras, sans avoir la moindre idée que je marchais vers la dernière nuit de mon mariage. La propriété de Jean-Pierre Laurent n'était pas une maison, c'était une déclaration. Des chichets de 4 mètres bordant l'allée, une fontaine qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture, et des voituriers en gilet assortis, prenant les clés d'hommes qui n'avaient pas ouvert leur propre portière depuis des années. J'ai tendu mes clés à un gamin qui a regardé mon Audi Q7 de 2019 comme on regarde un chien errant dans un restaurant étoilé. « Belle réception », ai-je dit à Béatrice en franchissant les portes d'entrée. « Ne me fais pas honte », a-t-elle répondu. Cela aurait dû être mon premier avertissement. Sophie Laurent nous a accueillis à l'entrée étincelante dans une robe dorée qui menait un combat perdu d'avance contre la gravité. Elle a embrassé Béatrice sur les 2 joues comme si elles étaient à Paris ce que nous étions techniquement, puis m'a serré la main comme si j'étais le technicien de la fibre arrivé à l'heure pour une fois. Une surprise agréable. « Pas encore tout à fait bienvenu, Nicolas, mais ravi que tu aies pu venir. Jean-Pierre est quelque part près du bar, évidemment. » Elle a ri, j'ai ri, nous avons tous ri. Personne n'en pensait un mot. Jean-Pierre m'a retrouvé 20 minutes plus tard, un verre de cognac à la main, et m'a frappé dans le dos assez fort pour en renverser la moitié sur ses propres chaussures. « Sacré Jean-Pierre Bernard, tu es enfin venu. Béatrice a fini par te sortir de ta grotte. »« En traînant les pieds, ai-je dit. » Jean-Pierre Laurent était un homme bon bruyant généreux, le genre de type capable de vous donner sa chemise pour ensuite passer 45 minutes à raconter comment il vous l'a donnée. Nous nous connaissions depuis 6 ans rencontrés lors d'une conférence sur les fonds communs à Genève. Il savait vaguement ce que je faisais dans la vie. La plupart des gens à cette fête ne le savaient non pas, car je n'en parlais jamais. Béatrice disait toujours que j'étais trop secret. Moi, j'appelais ça être stratégique. Je ne le savais pas encore, mais cette stratégie était la seule chose qui allait me sauver. J'ai repéré Paul de Beaumont à 20h14 précise. Je connais l'heure exacte parce que je venais de consulter mon téléphone un message de Damien Morel depuis mon bureau de la Défense concernant une date limite de dépôt qui ne pouvait apparemment pas attendre lundi. Damien a la patience d'un Golden Retriever et l'urgence d'un homme dont les vêtements sont constamment en feu. J'étais en train de répondre « Ça peut attendre, Damien. On est dimanche » quand j'ai entendu Béatrice rire, pas son rire poli, pas son rire de société, mais son vrai rire. J'ai levé les yeux. Il se tenait près de la cheminée comme s'il avait été placé là par un réalisateur manquant de subtilité. Grand bronzé, le genre de bronzage qu'on obtient en possédant un yacht plutôt qu'en peignant une clôture. Des cheveux poivre et sel, dont l'entretien coûtait plus cher que mes courses mensuelles. Une montre au poignet qui murmurait des sommes à 7 chiffres pour qui savait regarder. Et je savais regarder. Béatrice le regardait comme si j'avais cessé d'exister, comme si j'étais un meuble qu'elle ne remarquait plus depuis des années, utile autrefois, aujourd'hui simplement encombrant. J'ai gardé un visage totalement impassible. J'étais très doué pour ça. « C'est qui ?» ai-je demandé à Jean-Pierre apparu à mes côtés, avec un nouveau cognac. « Paul de Beaumont,
a-t-il dit sur le ton dont on prononce Zidane, comme si le nom seul devait provoquer un choc. Sortistec Capital risque la totale. Il a vendu sa dernière boîte pour plus de 800 millions. Il s'est installé à Paris il y a 2 ans, il a un penthouse avec vue sur la Tour Eiffel. Il marqua une pause, puis ajouta dans un haussement d'épaule. Un bon gars. Un peu tape à l'œil. Un peu tapis à l'œil. L'homme portait des boutons de manchette, probablement assurés individuellement. J'ai regardé Béatrice dériver vers lui comme l'eau trouve une évacuation naturellement, inévitablement, comme si les lois de la physique avaient déjà décidé pour elle. Sophie a fait les présentations. Paul de Beaumont a souri, et c'était le sourire d'un homme qui n'a jamais de toute sa vie d'adulte eu à se soucier d'un crédit auto ou d'un SMS dominical sur une échéance juridique. Je suis allé me chercher un verre incorsé. À 21h, Béatrice avait cessé de revenir vers moi entre 2 conversations. À 21h30, elle et Paul étaient papa. Paul s'était installé dans un coin près des baies vitrées, avec les lumières de Paris scintillant derrière eux comme un décor commandé spécialement pour rendre Paul de Beaumont encore plus impressionnant. À 21h45, je me tenais avec Jean-Pierre et 2 hommes que je venais de rencontrer, un orthodontiste et un type qui répétait sans cesse avec cette économie après tout ce qui s'est passé. Et je l'ai senti, cette sensation précise, ce creux à l'estomac de voir son mariage changer de forme en temps réel, dans une pièce bondée comme regarder un bâtiment s'incliner. Personne d'autre ne le voit, mais vous le sentez sous vos pieds. Damien m'aurait dit d'intervenir. Nick, arrête de laisser mariner, mec. Tu laisses tout trop mariner. Certaines choses ne sont pas faites pour ça. Il m'avait dit ça une fois pour une affaire, et il avait raison. Il me l'avait dit une fois pour des restes de crevettes, et il avait aussi raison. Mais Damien n'était pas là, et j'étais patient pour une raison précise. Je ne le savais pas encore, mais cette patience allait être testée d'une manière à laquelle je n'étais pas préparé. Je me suis éclipsé du type avec cette économie et je me suis dirigé vers le bar. C'est là que la soirée a volé en éclats des morceaux que j'allais passer les 72 prochaines heures à recomposer plus tranchant qu'avant. Je passais devant la cheminée quand Paul de Beaumont s'est planté directement sur mon chemin. Il n'a pas trébuché, il n'a pas dérivé. Il a fait un pas comme les hommes de son rang font tout comme si le monde se réorganisait autour de leurs intentions. Vous êtes le mari de Béatrice. Pas une question, un verdict. L'homme m'avait déjà jugé et condamné dans son tribunal intérieur. Nicolas Bernard, ai-je dit en tendant la main. Il l'a regardée une demi-seconde trop longtemps avant de la serrer. Sa poigne était celle que les hommes pratiquent devant leur miroir. Paul de Beaumont, le sourire encore lisse répété. Elle m'a parlé de vous. En bien, j'espère. Elle a dit que vous travailliez beaucoup. Il fit tourner son verre comme s'il avait pris des cours pour ça. La finance, ou quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça, ai-je répondu. C'est ce que je disais toujours. Béatrice est apparue à ses côtés, pile au bon moment comme si elle attendait en coulisses. Ses joues étaient non colorées, et cela n'avait rien à voir avec le vin. Elle regardait Paul comme elle me regardait autrefois quand nous étions jeunes et que j'étais encore un mystère à résoudre. J'ai noté cela. Je l'ai classé. J'ai continué à sourire. Nicolas. La façon dont elle a prononcé mon nom était plate, presque apologétique, comme si j'étais une notification qu'elle ignorait et qui venait de s'afficher à l'écran. Salut Béa. Grand sourire chaleureux serein. Je n'étais ni l'un ni l'autre. Paul me parlait des vues depuis son appartement en ville, dit-elle sa voix, prenant ce ton léger qu'elle avait quand elle était vraiment excitée. Apparemment, par nuit claire, on peut voir jusqu'aux forêts de Rambouillet. Paul de Beaumont me regarda et quelque chose changea dans son regard. Un petit calcul silencieux, le genre que les hommes riches font lorsqu'ils décident que vous n'êtes pas une menace, pas un égal, juste un meuble qui se trouve entre eux et ce qu'ils désirent. Il mit la main dans la poche de sa veste, sortit un portefeuille fin en cuir noir, le genre qu'on vend dans des boutiques sans étiquette de prix. Il en sortit un billet et me le tendit. Les conversations alentour baissèrent d'un ton dont
Pas toute la pièce, mais assez. Assez pour que 47 personnes saisissent ce qui se passait. Pour le voiturier, dit Paul agréablement. Puis le sourire lent délibéré, exécuté pour le public qu'il savait avoir. Ne vous inquiétez pas pour Béatrice ce soir, l'ami. Je vais bien m'occuper d'elle. Le mot « l'ami » est tombé comme un coup péré. J'ai regardé le billet. J'ai regardé Béatrice. Elle regardait ses chaussures. 12 ans de mariage, et elle fixait ses chaussures comme si elles contenaient les réponses aux questions qu'elle ne voulait pas poser. C'était ça le moment, pas le billet, pas Paul de Beaumont et son bronzage de yacht. C'était Béatrice regardant ses chaussures. J'ai pris le billet lentement, délibérément. Je l'ai plié une fois de manière nette, comme s'il s'agissait d'un document important. Je l'ai glissé dans la poche de ma veste et j'ai lissé le tissu. « Merci, Paul », ai-je dit. Calme posé, le genre de calme qui ne vient que lorsqu'on a pris une décision irrévocable. Je vais le garder précieusement. Je lui ai serré la main fermement, sans hâte. J'ai adressé un signe de tête à ma femme et je me suis dirigé vers le voiturier, sans me retourner. Pas une seule fois. 40 minutes pour rentrer à Saint-Cloud. Pas de musique, pas de podcast, juste le ronronnement de la voiture et le bruit de mon esprit effectuant des calculs qui auraient impressionné ceux qui savent ce que je fais réellement. Je me suis garé devant chez nous à 23h02. Je suis resté assis dans la voiture. La lumière du garage était allumée. Béatrice la réglait toujours sur une minuterie, l'une de ses petites fidélités domestiques qui avait apparemment survécu à sa fidélité tout court. J'ai passé 3 appels depuis la voiture. Le premier était pour Damien Morel. Il a décroché à la 2e sonnerie, ce qui signifiait qu'il était réveillé, qu'il attendait de savoir comment s'était passée la soirée et qu'il connaissait Béatrice mieux qu'il ne l'avait jamais admis. « Tu m'appelles depuis la fête ?» a-t-il demandé. « J'ai quitté la fête. » Silence. « Où est Béatrice ?»« Toujours là-bas. » Un silence plus long, celui où l'on fait les comptes. « Nick, je te veux au bureau à la Défense. 7h, apporte du café. Du vrai, pas ton truc au lait d'avoine. » J'ai marqué une pause. « Et sors le dossier que je t'ai envoyé en mars. Celui que je t'ai dit de garder sans poser de questions. » Un silence de mort, puis doucement. « Oh, oui, Oh !» Le deuxième appel était pour mon avocat, maître Gérard Marchand. À 23h08 un dimanche soir, il a décroché à la 3e sonnerie parce que c'est pour cela que je le paye. Et Gérard Marchand ne m'a jamais en 20 ans fait sentir que j'appelais au mauvais moment. Que Dieu bénisse Gérard Marchand. Le 3e appel. Je ne suis pas encore prêt à vous en parler, mais c'est celui qui allait faire s'effondrer l'estomac. De Paul de Beaumont et sa vie à 800 millions d'euros. Je suis resté dans ma voiture 11 minutes de plus, juste moi dans le noir, avec ce billet plié dans ma poche comme une petite munition parfaite. Paul de Beaumont pensait donner un pourboire au personnel. Il venait en fait de me donner le premier coup d'une partie dont il ignorait l'existence. Je suis rentré, je me suis versé un vieux whisky, je me suis assis à la table de la cuisine sous la suspension que Béatrice avait choisie chez Habitat, il y a 3 ans, celle pour laquelle nous nous étions disputés pendant 20 minutes, parce que je la trouvais trop grande, et elle avait raison, elle ne l'était pas, et je suis resté là jusqu'à 2h du matin, à construire, à planifier. Béatrice Bernard rentrerait lundi matin pour découvrir que sa clé n'ouvrait plus la porte. Et Paul de Beaumont, ses 800 millions, son penthouse et son bronzage, passerait un appel qui ruinerait ce qui restait de sa matinée. Aucun des deux n'avait la moindre idée de qui était réellement Nicolas Bernard. Ils allaient recevoir une éducation très coûteuse. Il existe un type particulier de lundi matin qui n'appartient qu'à ceux qui ont pris une décision irréversible. Le café a un goût différent. La lumière tombe différemment. Le silence dans une maison qui abritait autrefois une autre personne résonne différemment. J'ai fait mon café à 5h47 et il avait le goût de la clarté. Béatrice avait envoyé un SMS à 1h23 du matin. Je le sais parce que mon téléphone a éclairé le plafond de la cuisine alors que j'étais encore à table. Je ne l'ai lu qu'au matin. Le message disait « Je reste chez Sophie ce soir. On doit parler demain. » Je l'ai lu une fois j'ai posé le téléphone face contre le plan de travail et j'ai fini mon café. Chez Sophie, bien sûr.
Voici ce qu'il faut savoir sur les mensonges, et je dis cela en tant qu'homme ayant passé 15 ans dans le private equity, où mentir est un sport de contact pratiqué, en costume sur mesure. Les pires ne sont pas les plus élaborés. Les pires sont les mensonges paresseux, ceux qu'on raconte quand on pense que l'autre est trop distrait, trop confiant ou trop insignifiant pour enquêter. Béatrice pensait que j'étais les trois à la fois. Elle allait devoir revoir ses certitudes. Je me suis douché, j'ai mis mon costume gris anthracite de chez Loro Piana, celui que je porte pour les clôtures de contrat, celui que Damien appelle mon costume « Quelqu'un va passer une sale journée ». Et je suis parti à la Défense à 6h30 avec un arrêt en chemin. J'avais rendez-vous avec un serrurier devant la maison à 6h15. Il s'appelait Thierry. Thierry était ponctuel professionnel et ne manifestait aucun intérêt pour la raison pour laquelle un homme en costume de luxe changeait toutes les serrures de sa maison à l'aube un lundi. Il a tout changé, les 5 portes y compris le code du garage. « Nouvelle clé ?» a demandé Thierry en tendant le trousseau neuf. « Un seul jeu », ai-je répondu. Thierry a hoché la tête comme s'il avait déjà vu ça. Probablement. Je lui ai laissé un pourboire de 40 € plié net. J'étais d'humeur généreuse. Damien Morel était déjà au bureau quand je suis arrivé à 7h02, ce qui me confirmait qu'il avait pris mon appel très au sérieux. Damien est un homme qui considère qu'arriver avant 9h est une forme de violence envers sa propre personne. Le fait qu'il soit assis là avec 2 cafés et une chemise cartonnée à 7h signifiait qu'il n'avait pas dormi. « Tu as une sale mine, ai-je dit. Et toi, on dirait que tu t'apprêtes à saisir l'âme de quelqu'un, répondit-il en me tendant un café. Bon, j'imagine qu'on commence la journée. Je me suis assis. Il a fait glisser le dossier sur le bureau avant même que je le demande. Je l'ai ouvert 15 pages interlignes simples d'18 mois de recherche discrète minutieuse et totalement légale que j'avais commandées en avril et dit à Damien de garder jusqu'à ce que j'en ai besoin ou jusqu'à ce que je me trompe. Je ne m'étais pas trompé. « C'est grave ?» a demandé Damien. Je suis allé à la page 4, puis la 9, puis la dernière page, où les notes préliminaires de Gérard Marchand étaient épinglées à un résumé qui aurait fait s'étouffer Paul de Beaumont avec son portefeuille de luxe. « Tu te souviens quand Paul de Beaumont a vendu sa boîte pour 800 millions ?» ai-je demandé. « Ouais. Devine qui était son principal investisseur institutionnel pour les 3 dernières levées de fonds. » Damien me fixa. Je le laissais mariner. Je savourais cela plus que je ne l'aurais dû. « Non, » dit-il. « Page 9. » Il saisit le dossier, tourna les pages lues pendant 12 secondes, puis reposa le document très lentement de la façon dont on pose un objet, quand ses mains ne répondent plus tout à fait. « Nick, c'est toi qui es sa banque depuis tout ce temps, à travers 2 sociétés écrans et une holding luxembourgeoise parce que je ne suis pas un sauvage. » J'ai bu une gorgée de café. Mais oui, effectivement, c'est moi. Damien se renversa dans son fauteuil et éclata de rire, pas un rire joyeux, mais ce rire entre le génie et la folie qui résonna contre les murs du bureau. « Il t'a jeté un billet, » dit Damien. « Il l'a fait. Et tu es son banquier. » « C'est ça. »« Nick !» Il posa ses mains à plat sur mon bureau. Est-ce qu'il le sait ? Paul de Beaumont connaît ses investisseurs à travers un administrateur de fonds au Luxembourg nommé Claude Burgerer, qui communique exclusivement par email crypté et n'a jamais mentionné le nom de Nicolas Bernard. J'ai ajusté ma veste. Donc non, il n'en sait rien. Il ne le savait pas encore, mais le lundi ne faisait que commencer. Gérard Marchand est arrivé à 8h130, ses lunettes de lecture sur le front et son visage des mauvais jours bien en place. Gérard avait 60 et 1 an la carrure d'un ancien rugbyman qui aurait découvert les beaux costumes et l'énergie tranquille d'un homme qui n'a jamais perdu une négociation importante. Il m'a serré la main, s'est assis, a ouvert son propre dossier et a dit « Raconte-moi tout ». C'est ce que j'ai fait. Je lui ai parlé de la fête du coin près de la fenêtre du portefeuille du billet Gestelin et délibéré devant 47 personnes. Je lui ai parlé des chaussures de Béatrice, du SMS sur Sophie et de la façon dont Paul de Beaumont m'avait souri comme si j'étais un ticket de vestiaire sans importance. Gérard a écouté sans m'interrompre, ce qui prouvait la gravité de la situation. Gérard interrompait tout le monde d'habitude.
Quand j'eus fini, il resta silencieux un instant. Puis il demanda « Tu as toujours le billet ?» Poche de poitrine de mon blazer marine plié une fois. Il hocha lentement la tête. « Et ton mariage ? Avais-tu déjà documenté des inquiétudes ?» Gérard Day, je dis « Je suis investisseur en capital investissement. Je documente tout. J'ai des preuves depuis février. » Il a presque souri. « Évidemment. » Il prit une note. « Très bien, voici où nous en sommes. » Est-ce que Gérard m'a dit ensuite je le garderai pour nous pour l'instant. Mais je dirai ceci au moment où il a quitté mon bureau à 10h15. La vie à 800 millions de Paul de Beaumont présentait une fissure si fine qu'il ne pouvait pas encore la voir. Il allait la sentir bien assez tôt. À 10h47, mon téléphone a sonné Béatrice. J'ai laissé sonner 3 fois non par mélodrame, mais parce que je terminais une phrase dans un email bien plus important que cette conversation. Puis j'ai décroché. Nicolas. Sa voix était prudente répétée. Elle avait préparé cet appel. Je savais toujours quand elle préparait une discussion parce qu'elle commençait par mon prénom complet avec une pause d'1 seconde comme si elle lisait un prompteur invisible. « Béatrice » ai-je répondu sur le même ton. Je la laissais faire le travail. « On doit parler. » « En effet, » acquiesçai-je agréablement. « Je vais passer à la maison cet après-midi et... » « Ah » coupai-je à ce sujet. Pause. « Quoi ? Tu devrais peut-être appeler un serrurier avant de faire la route depuis Versailles. Enfin, en réalité, tu devrais appeler un serrurier, un avocat spécialisé en divorce et la personne chez qui tu as réellement passé la nuit dans cet ordre. » Le silence au bout du fil fut si total que je pouvais entendre sa respiration se bloquer. « Qu'est-ce que tu as fait, Nicolas ?» Pas une question, une détonation. J'ai changé les verrous de ma maison, Béatrice. Toujours plaisant, toujours serein, toujours profondément blessé, mais elle ne le saurait jamais. Elle est à mon nom, depuis 2019. Tu te souviens du refinancement? Tu étais en thalasso avec Sophie. Tu as signé les documents électroniquement. J'ai marqué une pause. Gérard te passe le bonjour d'ailleurs. Tu as appelé Gérard. Sa voix monta d'une octave. Hier soir, il est très réactif. C'est pour ça que je le paye. Nicolas, c'est de la folie. Tu ne peux pas simplement... Je vais demander à Damien de s'organiser avec ta sœur pour que tu récupères tes affaires, dis-je. Prends ce que tu veux dans la maison, sauf la suspension de la cuisine. Celle-là est à moi. J'avais raison pour la taille finalement. Elle est parfaite là où elle est. J'ai raccroché. Je suis resté immobile pendant 30 secondes. Puis je me suis autorisé un seul coup de poing sur le bureau. Un seul. Un homme doit avoir des limites. À 14h30, Damien a frappé à la porte, est entré et s'est assise avec l'air de quelqu'un qui vient d'assister à un accident de voiture et ne sait pas s'il doit le trouver tragique ou spectaculaire. « Elle m'a appelé, dit-il. Je m'en doutais. Tu as dit quoi ? » Premier appel, j'ai dit que j'étais en réunion. Il jouait avec un stylo. Deuxième appel, j'ai dit que j'étais toujours en réunion. Bien joué. Nick, il posa le stylo. Elle avait l'air... Il s'arrêta. Elle a peur. J'ai regardé par la fenêtre la cour de la Défense en bas. Une femme promenait un chien de la taille d'un petit canapé. Un couple déjeunait en terrasse riant de bon cœur. Un lundi ordinaire. Des vies ordinaires. J'avais une vie ordinaire hier encore. Je sais, dis-je doucement. Et voici ce qu'il faut comprendre, je n'étais pas heureux. Pas vraiment. Il n'y a aucune version de l'histoire où voir sa femme choisir un homme avec une montre plus chère vous donne l'impression de gagner. Aucune préparation juridique, aucun dossier, aucun costume de luxe ne peut panser la blessure de voir l'être aimé regarder ses chaussures, parce qu'il ne peut plus vous regarder en face. Mais j'étais un homme avec un plan et ce plan n'était pas terminé. Le troisième appel, dit Damien, celui d'hier soir dont tu ne veux pas me parler, c'est pour quand? J'ai regardé ma montre. Dans, commençai-je. Mon téléphone fixe a sonné la ligne
dont seules 6 personnes au monde possédaient le numéro. J'ai regardé l'identifiant indicatif du Luxembourg. Claude Burgerer. J'ai regardé Damien. Il m'a regardé. Maintenant, dis-je, c'est maintenant que ça se passe. J'ai décroché. Voici à quoi avait ressemblé le lundi de Paul de Beaumont, je l'apprendrai plus tard par des sources que je ne nommerai pas encore. Il s'était réveillé dans son penthouse vers 9 heures parce que les hommes comme lui ne mettent pas de réveil. Le matin les attend poliment. Il avait pris son café. Il avait probablement admiré cette vue qu'il était si fier de décrire à ma femme. Il avait vérifié son portefeuille, ses messages, ce que fait un Paul de Beaumont un lundi matin. Et puis à 11 heures, 3 précises, son administrateur de fonds au Luxembourg, un homme nommé Claude Burgerer qui communiquait exclusivement par email crypté et n'avait jamais mentionné le nom de Nicolas Bernard, lui avait envoyé un message. 14 lignes. Je sais exactement ce que disaient ces 14 lignes parce que je les avais rédigées moi-même à 1h37 du matin à ma table de cuisine. Je vous dirai ce qu'elles contenaient dans un instant. D'abord, laissez-moi vous dire ce que Paul de Beaumont a fait en les lisant. Parce que Jeannette, mon assistante, qui a des contacts là où il faut cultiver pendant des années, m'a raconté plus tard qu'il avait appelé son propre avocat 4 fois entre 11h15 et midi. 4 fois en 45 minutes, un homme qui jetait des billets à des inconnus appelant son avocat 4 fois avant le déjeuner. Visualisez bien la scène. Ces 14 lignes informaient Paul de Beaumont que son partenaire financier institutionnel principal exerçait un droit contractuel enfoui dans la section 14.0 d'un accord que Paul avait signé 3 ans plus tôt, sans le lire assez attentivement. Ce droit permettait de lancer un audit immédiat de tous les actifs liés au fonds. Pas une action hostile, pas une saisie, juste un audit très minutieux, très gênant, très public. Le genre qui rend les autres investisseurs nerveux. Le genre qui pousse les banques à poser des questions. En capital risque, c'est l'équivalent de se lever dans un restaurant bondé et de demander « Quelqu'un sait si cet endroit a passé son dernier contrôle sanitaire ?» Techniquement inoffensif, fonctionnellement dévastateur. Paul de Beaumont avait 7 contrats actifs en cours de clôture. À 14 heures. Le lundi, 3 d'entre eux avaient déjà appelé pour exprimer leur inquiétude. Ils ne le savaient pas encore, mais le mardi matin, ils seraient 5. Et ils n'avaient toujours aucune idée de qui se cachait derrière cette adresse e-mail luxembourgeoise. À 16h45, Béatrice a appelé Damien pour la 3e fois. Damien, fidèle à lui-même, était toujours en réunion. À 17h15, elle a appelé mon portable. J'étais dans la voiture, je rentrais à Saint-Cloud dans ma maison, au Nouveau Verrou, et j'ai laissé sonner. Elle a laissé un message 48 secondes. J'ai chronométré. Les 30 premières secondes étaient empreintes de colère. Les 18 dernières étaient autre chose, quelque chose de plus calme, qui ressemblait presque à la Béatrice que j'avais épousée dans une petite église de campagne, un samedi de juin il y a 12 ans, quand elle avait pleuré avant même que je finisse mes vœux. J'avais pensé, cette femme va m'aimer pour toujours. Il s'avère que toujours avait un astérisque. J'ai supprimé le message. Je me suis garé devant chez moi, je suis resté assis et j'ai regardé ma maison. Puis j'ai sorti ce billet plié de ma poche et je l'ai tenu dans la dernière lumière d'octobre à travers le pare-brise. Les empreintes de cadre de Paul de Beaumont étaient dessus, mon mariage aussi, et tout ce qui allait suivre. Je l'ai rangé, je suis entré, et je me suis servi un whisky. Demain, on serait mardi. Paul de Beaumont allait appeler Béatrice en hurlant, et ce qu'il allait dire, j'attendais cela depuis 24 heures, allait tout changer. Le mardi a commencé comme toutes les journées capitales dans le calme sans fanfare, sans que la terre ne tremble. Juste mon café de 5h47 et ce silence particulier d'une maison vidée d'un mensonge. La cuisine semblait plus grande. Les pièces font ça quand on en retire quelque chose qui prenait de la place, pas de l'espace physique, mais l'autre sorte, celle qu'on ne remarque que lorsqu'elle a disparu et qu'on peut enfin respirer pleinement. Paul de Beaumont a appelé à 9h11.
J'ai laissé le répondeur. 41 secondes courent pour un homme qui perd pied. C'est Paul de Beaumont. Je dois parler à Nicolas Bernard directement. C'est urgent, s'il vous plaît. L'homme qui m'avait tendu un billet, comme si j'étais un voiturier. J'ai écouté le message 2 fois, j'ai repris un café, puis j'ai appelé Gérard. Il a laissé un message. Je sais, dit Gérard. Son avocat a appelé le mien à 8h45. Ils veulent une rencontre. J'ai regardé le billet posé à plat sur la table dépliée maintenant centrée, captant la lumière du matin comme une relique oubliée. Jeudi, ai-je dit, à mon bureau 10h, et Gérard, assure-toi que son avocat entende bien le nom Bernard Capital Partners. Le silence à l'autre bout était celui d'un homme qui réprime un fou rire. C'est comme si c'était fait, dit-il. Béatrice a l'appelé à midi. J'ai répondu cette fois. Elle méritait au moins ça. Nicolas. Sa voix était fragile, dépourvue de mise en scène. C'était quelque chose de rare, quelque chose qui lui coûtait. « Salut Béa !» Un long silence, celui qui porte 12 ans en lui. « J'ai fait une erreur, dit-elle. Pas « je suis désolé », pas « ça ne voulait rien dire », juste la vérité toute nue, offerte calmement comme si elle savait que les fioritures ne serviraient plus à rien. Je suis resté un moment avec ces mots. La version honnête de Béatrice, celle de la petite église, celle qui pleurait pendant mes vœux, cette version vivait encore quelque part en elle, malgré la femme qui fixait ses chaussures dimanche soir. J'avais passé 3 jours à décider quoi faire de cette constatation. « Je sais, ai-je répondu. « Nick, la maison de campagne est à ton nom, dis-je, depuis 2 ans. C'est toi qui l'as choisie, tu te souviens, ce week-end où j'étais censé être en conférence à Lyon. Elle pensait que je travaillais. J'étais chez un notaire. Elle est à toi. Gérard s'occupera du reste. Tu t'en sortiras, Béatrice. Tu seras même très bien. Après ce que j'ai fait. Parce que tu as été ma femme pendant 12 ans, dis-je. Ça signifie quelque chose. Encore maintenant, surtout maintenant. J'ai marqué une pause. C'est juste que ça ne signifie plus la même chose qu'avant. J'ai entendu son souffle se couper pas de façon dramatique, juste ce petit bruit que l'on fait quand on reçoit quelque chose qu'on sait ne pas mériter. « Je suis désolé, Nicolas, dit-elle, et cette fois je l'ai cru. « C'est trop tard, mais c'est vrai, répondis-je. Je sais. Prends soin de toi, Béa. » J'ai raccroché, je suis resté immobile 30 secondes. Puis je me suis autorisé un seul coup de poing sur la table. Un seul. Un homme doit avoir des limites. Ce qui s'est passé entre mardi et jeudi s'apparente à un problème de physique. Quand on est Paul de Beaumont, 800 millions penthouse, l'assurance de celui qui n'a jamais vu une porte se fermer devant lui, on vit sur des certitudes. Ces certitudes sont des piliers. Retirez-en un et la structure ne fait pas que se fissurer. Elle vous montre instantanément de quoi elle était faite. Mercredi après-midi, 5 de ces 7 contrats en cours étaient tombés à l'eau. ACO. Sa banque, la vraie, pas celle du penthouse, avait demandé un entretien au sujet de son exposition. Exposition, un mot que Paul n'avait pas l'habitude d'entendre le concernant. Damien m'a envoyé un message mercredi soir. 5 contrats. Tu avais raison sur toute la ligne. Béatrice a appelé mon portable depuis ce que je suppose être le numéro de Paul. Je suis resté comme toujours en réunion. J'ai répondu « Bon gars, prime à venir ». Il est entré chez Bernard Capital Partners à 9h57 jeudi. Toujours bronzé, toujours la montre au poignet, toujours cette démarche de celui qui n'a jamais attendu qu'une table se libère. Je lui reconnais ça, il avait une excellente posture pour quelqu'un dont le sol venait de se dérober sous ses pieds. Son avocat maître Colton, du cabinet Colton et associé, le préféré des hommes ayant des problèmes coûteux, le suivait l'air de celui qui a lu le dossier en détail et n'a pas aimé l'expérience. Paul m'a vu et s'est figé. Pas de façon théâtrale, juste immobile. Cette immobilité de celui qui a passé 48 heures à réviser sa compréhension d'une situation et qui vient de voir la dernière pièce du puzzle s'emboîter. Je me suis levé, j'ai boutonné ma veste et j'ai tendu la main. « Paul, » dis-je agréablement, « ravi de vous revoir. » Il la serra. Sa poigne était différente, moins assurée, moins travaillée. « Monsieur Bernard, dit-il. »« Monsieur Bernard. »
Pas il ami, pas cette demi-seconde d'hésitation avant de daigner me saluer, pas le sourire pour la galerie. Nous nous sommes assis. Maître Colton a ouvert son porte-documents et a commencé à parler de « solutions amiables ». Je l'ai laissé parler. Je regardais Paul de Beaumont observer mon bureau, la vue sur Paris, les diplômes au mur, l'efficacité silencieuse de Janet derrière la vitre. Le poids particulier d'une pièce où des décisions sérieuses sont prises par des gens qu'on ne sous-estime jamais deux fois. Et j'ai vu la compréhension arriver sur son visage comme l'orage progressivement puis d'un coup. J'ai mis la main dans la poche de ma veste. J'ai posé le billet de 5 € sur la table, entre nous plié une fois net, exactement comme il me l'avait laissé dimanche soir, devant 47 personnes qui, je m'en doutais, allaient raconter cette histoire bien moins longtemps qu'elles ne l'avaient prévu. « Je crois que c'est à vous, dis-je. Vous me l'avez laissé dimanche. » Le silence qui suivit fut le silence le plus coûteux dans lequel je me sois jamais trouvé, valant bien plus que 5 €. Puis Gérard et moi avons passé 45 minutes à expliquer à Paul de Beaumont la réalité contractuelle de sa vie. Méthodiquement, sans spectacle, sans plaisir. Comme on fait un travail minutieusement préparé que l'on espérait ne jamais avoir à utiliser. L'audit se terminerait selon notre calendrier. Ses affaires survivraient. Sa banque s'arrangerait. Tout allait finir par rentrer dans l'ordre parfaitement. Il allait simplement passer les 90 prochains jours à comprendre en détail qui finançait sa vie depuis 3 ans. Un homme qui lit les pièces comme Paul a lu cette fête comme un décor, à sa convenance, a tendance à ne pas lire les contrats assez attentivement. La section 14.0 est un don pour corriger cette habitude. Il est resté assis en face de moi pendant 45 minutes sans presque rien dire. Ce fut sans doute la chose la plus sophistiquée qu'il ait faite de la semaine. À la porte, il s'est arrêté. Il s'est retourné me regardant comme on regarde un objet devant lequel on est passé 100 fois sans le voir. « Je ne savais pas qui vous étiez, dit-il. »« Je sais, répondis-je. C'était tout l'intérêt. » Un silence. Quelque chose passa sur son visage, pas tout à fait du remords, pas tout à fait du respect. L'expression précise de celui qui a localisé trop tard l'endroit exact où il s'est trompé. « Le billet, dit-il doucement. « Le billet, acquiesçai-je. » Il hocha la tête une fois un geste bref propre, la reconnaissance digne de celui qui a compris qu'il était échec, et mat est sorti. Je suis resté longtemps à la fenêtre après ça. J'ai regardé la cour en bas, la femme et son chien, le couple qui riait des vies ordinaires en ce jeudi ordinaire, ignorant tout du séisme qui venait de se produire. J'ai sorti le billet de ma poche et je l'ai tenu dans la lumière de l'après-midi. Paul de Beaumont pensait donner un pourboire chez nos petits personnels. Il m'avait donné le premier coup d'une partie qu'il ne savait pas jouer contre un homme qu'il n'avait jamais pris la peine d'observer. L'erreur la plus coûteuse que vous puissiez commettre dans les affaires dans la vie ou lors d'une soirée mondaine, un dimanche d'octobre, est de regarder un homme discret et de n'y rien voir d'inquiétant. J'ai repensé à l'église, aux larmes de Béatrice, avant mes vœux. 12 ans d'une vie qui s'était terminée par une femme fixant ses chaussures. J'ai pensé à la maison de campagne, à la façon dont elle avait dit « Je suis désolé ». Enfin, après qu'il soit trop tard pour que cela compte, mais trop vrai pour l'ignorer. J'ai replié le billet, je l'ai glissé dans ma poche. Certaines choses se gardent non pas comme des trophées ni comme des blessures, mais comme la preuve que vous étiez là, que c'est arrivé, que vous avez géré la situation fermement et que vous avez quitté la pièce sur vos 2 pieds sans vous retourner. Pas une seule fois. Si vous avez aimé cette histoire, rejoignez notre communauté en cliquant sur le bouton « J'aime » et en vous abonnant pour plus d'histoires réelles brutes va centrer sur l'humain. Et comme toujours, merci de faire partie de cet univers.